Merci beaucoup. Donc une présentation assez générale, un exemple bien documenté sur un beau territoire que j'aime bien par ailleurs, indépendamment de l'agent. Donc si vous avez des questions, donc il y a 2 micros qui vont circuler, il y a déjà un bras qui s'est levé là-bas, moi je laisse la salle parler, je pense que c'est le plus intéressant, donc un bras ici et puis Loïc juste là, donc Loïc tu as la parole. Ma question concerne la première communication. D'abord sur le terme envahissant et invasif, c'est vrai qu'on peut en discuter à l'infini. L'inconvénient du mot envahissant, c'est que c'est un terme d'usage courant, que les gens interprètent comme une expansion géographique avant tout, alors que invasif, c'est un nouveau mot qui rappelle plus effectivement, avec les avantages et les inconvénients, une invasion de maladies, mais qui signifie justement que les atteintes sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus complexes sur les écosystèmes ou sur les chaînes alimentaires qu'une simple expansion géographique ou numérique. Et donc, je pense qu'on peut utiliser aussi, à mon avis, le terme invasif. Il y a moins d'ambiguïté avec invasif qu'envahissante. Alors, sur votre communication elle-même, bon, évidemment, moi, je défends pas les invasives. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui défendent par principe les invasives. Ce que je reprocherais plus à votre communication, c'est que d'avoir fait un amalgame complet, enfin global, de toutes les espèces invasives, en prenant surtout des exemples sur des animaux, des pathogènes, des parasites, alors qu'il y a effectivement une grosse différence entre ce type d'organisme et les conséquences qu'il peut avoir, notamment sur la santé publique ou animale, et des mammifères, des oiseaux ou des plantes qui ont d'autres impacts, en général beaucoup moins importants. Et le fait de mettre toutes les invasives dans le même sac, sans trop de nuances, on pourrait faire la même démonstration avec les natives. Il y a autant d'exemples de problèmes pathologiques avec des espèces qui sont natives. Et bon, il y a un débat parmi les scientifiques, justement, pour savoir s'il n'y a pas des espèces natives qui sont aussi envahissantes ou invasives. Ça existe, les tourneaux, le cormoran pour certains, qui sont des animaux, pour rester simplement sur les oiseaux, mais il y a bien d'autres cas où des modifications justement des écosystèmes entraînées par l'homme entraînent justement ces explosions démographiques avec des conséquences aussi sur les écosystèmes d'espèces qui sont pourtant natives. Donc moi je plaide plus pour une approche plus nuancée au cas par cas. Je ne suis pas le seul, pour voir les avantages et les inconvénients de chaque espèce. Alors, il y a des espèces, évidemment, une majorité... Il faut laisser un petit peu de temps pour la réponse aussi, Loïc. Oui. Hein. N'oublie pas ça. Hein. Non, je termine. Oui, ce qui est intéressant dans l'ouvrage d'Elton, c'est qu'effectivement, initialement, il s'intéresse à tous les organismes vivants pour des raisons diverses. Et puis après, il est contraint dans sa camisole disciplinaire à aborder que, en fait, ce qu'il connaît le mieux, à savoir les animaux et les plantes. J'ai croisé un naturaliste il n'y a pas longtemps qui me disait préparer un livre sur les espèces envahissantes. Alors on discute un petit peu. Moi je vais respecter les Québécois, donc je vais rester sur envahissantes parce que je trouve qu'ils ont des bonnes raisons. Et je lui demande s'il allait aborder tel ou tel organisme vivant qui fait lui aussi, enfin eux aussi partie de la biodiversité au même titre que les grosses bêtes. Et sa réponse a été non. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y connaît rien. Le problème disciplinaire est un problème et l'une des dimensions des problèmes environnementaux. C'est-à-dire que les problèmes environnementaux ne correspondent pas nécessairement au découpage disciplinaire que l'on a instauré. Je vais prendre l'exemple du nématode du pin qu'on avait évoqué hier. Il n'arrive pas tout seul, c'est un nématode, c'est un animal qui se déplace avec un autre animal qui est un insecte. Et l'impact qu'il a sur les pins, il en fait mourir à peu près 70%, c'est un mélange de son impact à lui, plus les bactéries et les virus qu'il véhicule. Séparer l'un de l'autre en disant est-ce que c'est pareil, enfin, ça me paraît être une restriction aussi pour une autre raison qui n'est pas simplement que biologique, qui est une raison, je dirais, les mécanismes de diffusion de ces espèces envahissantes ou pathogènes sont exactement les mêmes.
ce sont les activités humaines et l'absence à peu près totale de régulation de ces activités humaines. Quand je parle de la globalisation libérale des échanges, c'est parce que c'est les marchandises ont grosso modo, enfin l'économie a grosso modo tous les droits, la circulation se fait extrêmement librement et advienne que pourra des conséquences humaine, environnementale, sociale de cette mise en place de cette circulation économique. Après, rentrer encore une fois dans des raisonnements du type oui, mais au cas par cas, les choses sont plus différentes. Forcément, au cas par cas, les choses... Mais, du coup, on perd complètement la possibilité d'avoir une vision d'ensemble. Et parfois, la vision d'ensemble est nécessaire pour comprendre effectivement les mécanismes qui dépassent simplement tel ou tel exemple, tel et tel organisme ou telle situation locale. Moi, je pense qu'il faut vraiment aussi avoir une vision un minimum globale de temps en temps quand les problèmes sont globaux. Et là, les problèmes sont réellement globaux. Autre question là-bas, oui. Donc, Jacques Tassin. Donc, je suis désolé, mais vos exemples, ils ne tiennent pas du tout d'une vision d'ensemble. Justement, bon, je vais répéter un petit peu, enfin, je ne sais pas répéter, mais je suis du même point de vue que Loïc Marion. Vous avez pris délibérément 2 pathogènes et puis un ravageur des forêts. Évidemment, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas photo. Personne ne peut défendre ce type d'espèce. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de prendre des exemples peut-être plus ambivalents. La Chambre d'Europe, on était un bon. On a parlé hier, Jean-Philippe Siblet a parlé de la perruche à collier qui pose éventuellement des problèmes vis-à-vis des oiseaux cavernicoles, mais qui est aussi un bon outil pour stimuler l'empathie des gens. Donc, globalement, oui, mais sans amalgame. Faut quand même se souvenir que les extinctions d'espèces représentées par les espèces invasives, elles portent à 80% dans les îles, donc sur 5% de l'espace terrestre. Et ça, évidemment, on ne le rappelle jamais. Il faut savoir que sur ces... Alors, il doit y avoir à peu près 250 extinctions qui ont été enregistrées, liées au moins pour partie aux espèces invasives. La plupart sont, je dirais, d'un temps révolu, heureusement. Là, il y a un amalgame dans le temps. Il y a aussi un amalgame dans les espèces. Donc, voir globalement, oui, mais évidemment, ne pas perdre la spécificité des espèces, puisqu'on a 31... alors, sur les extinctions d'espèces, on a 31 espèces invasives qui sont comment dire, à l'origine de ces extinctions. Donc, voilà, donc se méfier quand même des amalgames de cette globalisation, de cette pensée globalisante à outrance qui nous fait perdre de vue la réalité des choses. Et sur ces 31 espèces invasives responsables d'extinction, le rat et le chat, donc des prédateurs, pathogènes et prédateurs, sont responsables. Et d'ailleurs, je note que vous avez dit à un moment espèces invasives et pathogènes. Donc c'est assez amusant parce que vous faites bien vous-même la différence entre les deux, entre les espèces invasives et les pathogènes. Vous êtes allé chercher des exemples. Bon, ça c'est un effet de rhétorique, mais enfin c'est pas très percutant, quoi. Si on pouvait avoir des questions plus courtes aussi pour qu'il y ait plus de questions, ce serait bien encore mieux. Ça serait encore mieux. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Valérie, tu réponds quelque chose? Oui, tu commentes? On va répondre à la suivante. D'accord. Alors, je ne sais pas qui a le micro. Oui, j'ai le micro. Moi, j'avais juste une toute petite réflexion et une question pour la deuxième intervenante. Donc, la réflexion sur les invasives aussi, c'est quand même que les espèces invasives posent des problèmes. On peut discuter à l'infini là-dessus, mais il y a une réalité. J'aurais donné une chose qui n'a pas été dite et qui me semble intéressante. Il y a des travaux de recherche très intéressants en ce moment pour voir si certaines espèces n'arrivent pas régulièrement dans le passé, je parle de millions d'années cette fois, sous forme d'invasives. Et on a plein d'espèces dans la flore française qui sont peut-être bien arrivées sous forme d'invasives et qui sont aujourd'hui intégrées dans la flore locale et dont on ne parle plus du tout de l'événement d'invasion initial, quoi. Et ça, c'est quelque chose aussi qui fait réfléchir sur ce que sont les invasives et donc qui donne, si on veut, du grain à moudre pour ceux qui disent que les invasives ne sont pas si problématiques que ça, etc. Mais on s'en fiche. Le problème est, et là vous l'avez bien dit, c'est ça le vrai problème, c'est la multiplication et la rapidité auxquelles les phénomènes se passent aujourd'hui par rapport à ce qui se passait il y a 50 ans. C'est là-dessus qu'il faut discuter et c'est pas sur le fait de savoir si les invasives sont bonnes ou non. Ok, maintenant j'ai fini. La deuxième question,
ma question, elle est très courte sur à l'île de la Réunion. Un facteur que vous n'avez pas évoqué, c'est est-ce que le changement de perception par rapport à l'Ajon, l'évolution de la perception, n'est pas lié quand même aussi, là encore, à un phénomène très fort à La Réunion, qui est le changement d'usage des sols, la pression énorme sur l'urbain, qui fait que cette espèce qui est liée aux friches, parce que c'est une espèce de milieu un peu ouvert, etc., les friches à La Réunion sont quelque chose qui est récemment devenu à abolir parce qu'on a trop besoin de foncier. Le foncier a explosé en valeur à La Réunion. Et donc, ça s'est accompagné d'une idée de la friche qui a changé, quoi, hein. Et est-ce que là, derrière, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose un peu de sociologique fort là-dessus et économique? En fait, effectivement, il y a un effet important de l'usage des sols parce que quand je crois que c'était la présentation de Raphaël Mathevet hier, qui disait bien que c'est aussi la relation entre le statut de l'espace et le statut de l'espèce. Et on est vraiment là-dedans puisque l'Ajon est aussi devenu invasif. D'autant plus fort quand le parc national a été créé et donc il est devenu de plus en plus en opposition. Après, par rapport aux friches, finalement, le meilleur moyen de se débarrasser de l'Ajon, c'est de mécaniser et de bitumer, quoi. Donc en fait, finalement, voilà. Donc finalement, les friches, c'est pas tant un problème que ça par rapport au statut de plante nuisible, puisqu'au contraire, c'est le meilleur moyen de s'en débarrasser. Par contre, quand on parle d'un élevage plus extensif, par exemple, surtout pour des éleveurs qui n'ont pas les moyens justement de mécaniser leurs prairies, alors là c'est vraiment un problème, mais du coup c'est plutôt l'inverse, quoi. Mais oui, Raphaël Mathevet. En fait, j'avais plutôt des commentaires en lien avec les deux interventions. Je trouvais que ça faisait pas mal écho avec la conférence mondiale de biologie de la conservation qui s'était tenue à Montpellier en 2015, où en fait on a eu des débats évidemment de même nature, et j'ai l'impression en fait que ici c'est assez révélateur, et je vois bien la confusion où ce débat nous mène. En fait, c'est révélateur des deux postures, c'est-à-dire à la fois on a des arrangements locaux et un besoin de traitement local avec les spécificités locales, et à la fois on a un conflit de postures sur les envahissantes. Au niveau de la Société de biologie de la conservation, donc qui est essentiellement, on va dire, anglo-saxonne, il y a vraiment un fossé entre les partisans de l'interventionnisme, de lutter contre toutes les espèces invasives, avec le modèle de l'île, de l'invasion et de tous les dégâts qu'elle a sur la biodiversité dans les îles, versus un modèle où au contraire, il faut accepter, c'est les nouveaux écosystèmes, c'est la mondialisation, c'est ainsi, allons-y. Et donc du coup là je vous renvoie à plutôt une très bonne synthèse qui était sortie d'Entry, donc une revue internationale, qui est parue, je pense que c'était Dan Simberloff qui était un des leaders de ce papier, qui fait une synthèse avec tous les spécialistes sur les espèces invasives, sur l'état du débat et des questions. Après moi je voulais revenir plutôt sur un point que vous avez mentionné, qui nous sort un petit peu de ce débat sur les nuisibles, bien que c'est sur celui de la... Je trouve qu'entre ce qu'on entend ce matin et ce qu'on a entendu également hier, en fait, vous l'avez mentionné, on voit bien que c'est pas une téléologie naturelle qui va nous permettre de nous sortir du problème. On est dans un enjeu de mondialisation. Et en même temps, je voudrais simplement souligner aussi que j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être arrêter aussi d'opposer les vilains anthropocentristes avec les gentils et les altruistes biocentristes. Parce qu'en fait, toute la philosophie et les éthiques environnementales nous orientent vers du compromis, vers la question de comment on fait pour respecter le monde animal, lui trouver une place dans nos lieux de vie. Et donc je pense qu'il faut vraiment éviter, on ne réglera pas les problèmes en faisant sans cesse référence à l'anthropocentrisme. On est tous d'indécrottables anthropocentristes à différents moments de la journée, et puis des biocentristes à d'autres moments de la journée. Donc je pense qu'il faut arriver à sortir de ce débat-là, qui de toute façon nous fait que nous radicaliser dans des positions vaines et qui ne nous permettent pas d'avancer. Voilà. Alors, une réaction, c'est que ce que je constate, comment dire, je vais vous donner un exemple. Il y a un gros manuel d'écologie qui est paru il y a très peu de temps, qui fait 1600 pages chez Elsevier, enfin un gros machin, dans lequel on trouve un article de 6 pages sur la xénophobie liée au concept, à l'idée d'espèces envahissantes. Et je me suis amusé à étudier ce livre. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple significatif, je pense. Et j'ai cherché le mot capitalisme, j'ai cherché le mot libéralisme. Il y a 2 entrées en tout et pour tout, non pas d'articles, mais ces mots sont utilisés quelque part dans
mais c'est absolument noyé. C'est-à-dire que ce qui manque dans la réflexion, ce n'est pas notre capacité d'analyser au cas par cas ou de façon générale, peu importe cette question, c'est le développement social de l'origine de ces problèmes-là. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai voulu faire cette communication dans ce sens-là ce matin. C'est vraiment, on travaille sur, on est dans un processus d'invisibilité des causes pour éviter d'aborder des sujets qui fâchent. Et effectivement, ne pas aborder les questions politiques et économiques, c'est une façon d'éviter de s'engueuler durant le repas. Le problème, c'est que les problèmes posés sont issus des choix politiques et économiques. Et si je peux me permettre d'aller plus loin pendant 1 minute, est-ce que j'aurai le temps ? Alors, c'est qu'on n'est pas dans une situation, vous le sentez bien, politique, qui va vers une amélioration des dialogues, une amélioration des discussions ou de la prise en charge de ce type de problématiques. On est face à 2 bouffées politiques, l'une populiste, qui déteste l'expertise, la confrontation et le pluralisme, qui ne veut de société que régit souvent un seul mode de pensée, le leur, et les autres seront exclus. C'est le programme de tous les mouvements populistes. Et les libéraux, parfois on a un mélange des deux, comme avec Trump, où les libéraux, qu'est-ce que c'est ? C'est la détestation de la régulation, la détestation de la recherche. La preuve, on va fermer tous ceux qui travaillent sur le réchauffement climatique, parce que là aussi, discussion absolument impossible. Or, ce qu'on a pu gagner petitement en termes de protection de l'environnement, on peut très bien tout perdre demain. Et déjà que ça ne marche pas, franchement, ce que l'on fait, parce que là aussi, il faudrait faire le bilan, c'est qu'en matière de protection de l'environnement, depuis 40 ans, on a développé des connaissances absolument fabuleuses, on a dépensé une énergie humaine, financière absolument incroyable, les espaces sont de plus en plus vastes à être protégés, le nombre d'espèces protégées est de plus en plus important. Résultat, il reste de moins en moins, ça va vite. Oui, c'est le temps aussi. Mais l'érosion de la biodiversité se fait de façon accélérée. Il y a un moment où il faut arrêter, se dire peut-être que les problèmes sont effectivement. On reste un tout petit peu optimiste parce qu'il reste encore cet après-midi tout à l'heure. Donc on va. Merci beaucoup Valérie. J'ai une toute petite minuscule question. Il y aura une toute petite réponse et après on change de tribune. Oui, bonjour Arnaud Albert. Merci pour vos présentations. J'ai 2 questions en fait, mais très courtes. La première pour Valérie Chansigo. Vous avez expliqué qu'il y avait une corrélation entre l'augmentation des inégalités sociales et l'augmentation du nombre d'EE dans le monde. Et j'ai du mal un petit peu à voir le lien de cause à effet. Si vous pouviez un petit peu expliciter votre raisonnement. Et deuxièmement, pour la question plutôt pour Nathalie Hudeau, pour revenir un petit peu sur le terme de nuisible et un petit peu élargir le débat, là on est beaucoup en environnement, ministère de l'écologie. C'est un terme qui a été banni donc de la loi biodiversité, on l'a bien dit hier, c'est un petit peu la base de notre conversation aujourd'hui. Mais c'est un terme qui est encore très employé au ministère de la Santé, avec la loi de la modernisation du système de santé de janvier 2016, où il y a un article sur les espèces animales et végétales nuisibles à la santé humaine. Pareil, un nouveau règlement européen d'il y a 3 mois, plutôt en santé des végétaux, on parle d'organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, peut-être une question de sociologie, mais c'est vrai qu'on entend qu'on utilise moins en moins un environnement, mais dans d'autres codes, dans d'autres thématiques, agriculture et santé. Donc, je voudrais savoir s'il y a peut-être une raison, voilà, un petit peu élargir le débat, peut-être d'autres auront des réponses, voilà. Donc, très court et merci pour vos réponses. Alors là, répondre de speed dating de la macroéconomie, ça va être compliqué. L'augmentation des espèces envahissantes peut s'expliquer par la libéralisation et l'augmentation du volume du commerce. Libéralisation par la diminution des contrôles, augmentation du volume du commerce. Volume du commerce qui induit aussi pour les sociétés, notamment en voie de développement, une augmentation de la logique industrielle des productions, qu'elles soient agricoles ou autres. C'est-à-dire qu'on diminue le nombre de paysans pour augmenter la taille des parcelles, ce qu'on a connu en Europe ou ailleurs, et on le fait là-bas parce que effectivement un tout petit producteur n'a pas de sens dans un marché globalisé. Par contre, des très très gros producteurs ont un sens dans les marchés globalisés. Ce type de développement économique, et là aussi de façon ultra rapide et caricaturale, ne favorise pas la disparition des inégalités sociales. La concentration, alors je vais employer une formulation marxiste, pourtant ce n'est pas ma tasse de thé, mais la concentration des moyens de production conduit effectivement à l'apparition d'une classe de privilégiés par rapport à une classe de gens qui doivent travailler pour ceux qui détiennent ces moyens de production. C'est un phénomène classique qui a été étudié par tous depuis très longtemps. Et ça provoque, encore une fois, ça favorise les échanges commerciaux et ça favorise également l'augmentation des inégalités sociales. L'un et l'autre se nourrissent mutuellement.
Encore une fois, on ne va pas pouvoir déterminer que telle espèce introduite est liée à telle régulation au niveau de l'OMC, mais peu importe. Globalement, il y a quand même une indication qu'il y a un lien de causalité. Comme on peut le faire avec la pauvreté ou la situation sanitaire. Hop. Une petite réponse pour Nathalie. Hop. Moi, je vais faire très court. Effectivement, on a toujours le statut nuisible pour d'autres espèces à La Réunion aujourd'hui, pas pour la jonc, mais pour d'autres espèces. Après, c'est que ça concerne surtout les espèces qui ont un effet direct pour l'homme, que ce soit en termes d'économie ou en termes de santé. Mais je sais pas comment élargir vraiment à votre question, mais effectivement, ça se maintient toujours, mais c'est tout le débat, je crois, du colloque. Et c'est vrai qu'en France, dans les codes, les différents codes, il n'y a pas de cohérence forcément. Le statut de l'animal, par exemple, être sensible ou pas, ça n'a rien à voir entre le code rural, le code civil, le code de l'environnement. D'ailleurs, terminé. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Nathalie. On fait le passage à la...